Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'appel à la levée des sanctions économiques imposées au Zimbabwe. Un appel lancé par la communauté de développement d'Afrique australe. La SADC estime que ces mesures constituent une entrave aux perspectives de redressement économique. Accélérer la transition énergétique, c'est l'objectif affiché par le gouvernement mauricien. Dans cette optique, 2 programmes ont été lancés en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis retour sur le premier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2022. Quelles équipes sont parvenues à décrocher leurs billets pour le deuxième tour prévu en février? Éléments de réponse à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, rétablir un gouvernement de transition dirigé par des civils. C'est la résolution unanime prise par le Conseil de sécurité de l'ONU ce 28 octobre en lien avec la situation politique au Soudan. L'organe onusien qui a également partagé sa vive inquiétude face à la prise de pouvoir militaire. Cette déclaration intervient 2 jours après la réunion d'urgence organisée ce mardi. Dans ce texte rédigé par le Royaume-Uni, le Conseil de sécurité a également dénoncé la suspension de certaines institutions de transition. Rappelons que ce lundi, l'armée avait procédé à l'arrestation de plusieurs membres civils du gouvernement, dont le Premier ministre Abdallah Hamdok, le chef du gouvernement qui a été reconduit à son domicile au lendemain de ce coup de force. Au Zimbabwe, la pandémie de coronavirus est venue aggraver la crise économique dans laquelle le pays est plongé depuis des années. Son économie est aussi asphyxiée par les sanctions économiques internationales. Face à cette situation, la communauté de développement d'Afrique australe appelle à la levée de ces mesures. Samantha Saberou Sabubanga. Afin de permettre au Zimbabwe d'aller de l'avant et sans entrave de sa quête à la croissance économique, les pays membres de la SADC, communauté de développement de l'Afrique australe, souhaitent la levée des sanctions internationales imposées à ce pays. En soutien à son pays membre, la SADC a organisé lundi 25 octobre un appel de lutte pour la levée des sanctions immédiates contre le Zimbabwe. L'annonce a été publiée par le site internet de l'organisation de la région. Il y a sensiblement plusieurs grilles de lecture à ce qui se passe au Zimbabwe quant à la levée des sanctions qui pèsent lourdement sur le pays. Premièrement, on peut voir d'un bon œil le fait que la SADC mobilise tous ces pays membres et donc les pays de la sous-région afin que cette levée de sanctions soit effective. Depuis février 2002, les États-Unis et l'Union européenne ont imposé au Zimbabwe plusieurs sanctions financières. Ces sanctions avaient été à l'origine imposées contre l'ancien président Robert Mugabe et ses proches, leur interdisant de se rendre aux États-Unis. D'autres mesures ont bloqué l'accès au Zimbabwe auprès des institutions financières internationales. S'ajoute à cela quelque chose de très positif, le fait que l'ONU a diligenté une enquête afin de savoir quelles étaient les conséquences des sanctions infligées au Zimbabwe par les États-Unis et l'Union européenne. Tout cela peuvent subodorer que ces sanctions vont être levées. L'autre constat que nous pouvons donner, c'est que la situation économique est désastreuse, puisque le Zimbabwe est en proie non seulement à une crise au niveau climatique qu'elle subit de plein fouet, et elle fait partie aussi de ces pays qui ont subi également frontalement la crise sanitaire. Ce qui fait que sur le plan économique, les investissements restent faméliques au niveau annuel en termes d'entrée d'argent. Les chefs de mission et chargés d'affaires de la SADC jugent ces sanctions illégales et punitives pour l'économie du Zimbabwe, d'où cet appel à leur levée immédiate et inconditionnelle. Ils se disent inquiets et désapprouvent leurs mesures d'austérité qui sont imposées au Zimbabwe depuis plusieurs années. Selon eux, les sanctions imposées au Zimbabwe, qu'elles soient ciblées ou restrictives, constituent une contrainte ou une entrave fondamentale aux perspectives de redressement économique, de sécurité humaine et de croissance durable du pays.
Dans l'actualité également, la Namibie se concentre sur la relance de son économie. Entre sécheresse et pandémie de coronavirus, l'économie nationale en a pris un coup. Pour tenter de se relever, les autorités réfléchissent à la création d'un fonds souverain propice à divers projets de développement. C'est le ministre des Finances, Ipumbu Chimi, qui a évoqué ce projet lors d'une interview. Un fonds dont les recettes proviendront de divers secteurs, les énergies renouvelables notamment, mais aussi le secteur halieutique ou encore celui des mines. Au Sénégal, le gouvernement a mis en place la stratégie de gestion de la dette à moyen terme. Elle s'étend sur la période 2021-2023. Que contient ce document? Quels sont les objectifs que se sont fixés les autorités avec cette nouvelle SDMT? Élément de réponse dans ce sujet d'Amenechi. Afin de contribuer au développement du marché domestique des titres publics et d'assurer une exécution financière des politiques publiques, le Sénégal met en place sa stratégie de gestion de la dette à moyen terme SDMT. Ceci permettra au pays de disposer d'un référentiel pour une bonne gestion de la dette publique sur la période de 2021-2023, s'inscrivant dans la poursuite des orientations des autorités publiques pour un Sénégal émergent à l'horizon 2035. Toute stratégie de gestion de la dette est bienvenue dans un pays comme le Sénégal. Seulement, l'horizon du plan Sénégal émergent étant 2035, il serait bien de cadrer toute stratégie dans cette duration et non dans une période moyen terme. Car une dette est un passif et sa gestion nécessite de calibrer dans le temps les actifs nécessaires à sa couverture. Cette gestion de la dette doit être globalisée, d'où une nécessité de disposer des données concernant la dette des autres démembrements de l'État, à savoir les collectivités territoriales, les établissements publics et autres. En effet, la mise en place de la SDMT devrait pouvoir permettre au Sénégal de combler les besoins de financement et faire face aux obligations de paiement du Trésor et de s'assurer que les risques liés au portefeuille de la dette publique restent dans des limites acceptables. Il vise en outre à s'assurer que les coûts de financement soient les plus faibles possibles tout en approfondissant le marché domestique des titres. Je pense que le Sénégal a besoin de mettre en place un vaste projet de gestion actif-passif de sa dette, en s'orientant vers d'autres solutions. On peut prendre comme exemple, un pays comme la France ne remboursera jamais sa dette. Jamais. Et les autorités sachant ont commencé à monétiser cette dette avec l'aide de leur banque centrale. Aujourd'hui, nous sommes arrimés à l'euro, donc nous avons le droit de faire exactement la même chose. Le document renseigne que le champ de couverture actuel de la stratégie de gestion de la dette à moyen terme est circoncis à la dette intérieure et extérieure de l'administration centrale. Par conséquent, la dette contractée par les autres démembrements de l'État n'a pas été prise en compte du fait de l'indisponibilité des données y afférentes. L'île Maurice déterminée à accélérer sa transition énergétique. Les autorités ont lancé 2 programmes axés notamment sur l'utilisation plus généralisée de la voiture électrique. Ces projets traduisent un objectif bien précis, faire en sorte que 60% des besoins énergétiques de Maurice soient produits à partir d'énergies renouvelables d'ici 2030. Mildred Diamou. Avec un taux d'électrification de 99,6%, l'île Maurice fait des progrès importants pour relever le défi de l'accès à l'énergie. Le pays mise sur l'énergie renouvelable d'ici 2030. Le gouvernement a lancé 2 nouveaux programmes d'énergie renouvelable afin de réduire la dépendance du pays aux combustibles fossiles et diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 40% sur la dite période. Il s'agit en fait de la feuille de route bas carbone que l'île Maurice entend présenter comme stratégie transitionnelle lors de la prochaine COP26 qui se tiendra en Écosse. Ces dispositions s'inscrivent en effet dans le cadre de 2 objectifs majeurs bien à la portée de ce pays qui est ouvert aux énergies vertes et qui ambitionne de porter à plus de 60% son patrimoine électrogène. Les nouveaux projets d'électrification à l'île Maurice visent la production de 60% des besoins énergétiques à partir de sources vertes. En effet, le Central Electricity Board a lancé 2 appels d'offres pour la mise en place d'un parc éolien d'une capacité de 10 à 30 MW et 3 parcs solaires de 10 MW chacun. Par ailleurs, le pays réalise un système photovoltaïque flottant à Tamarind Falls et une ferme solaire de 8 MW à Henrietta.
Le premier objectif est donc d'abord d'ordre énergétique et concerne effectivement le besoin de garantir l'accès à l'électricité pour tous grâce aux énergies renouvelables dont certaines offrent de réelles solutions efficientes et rentables d'électrification hors réseau. L'autre objectif répond à la consigne impérieuse de la transition énergétique requérant à tous de réduire de près de 45% les gaz à effet de serre, d'abord d'ici 2030, puis de les supprimer définitivement à l'horizon 2050. Pour ce premier jalon d'évaluation décennale, fixé donc à 2030, l'île Maurice fait office de bon élève en visant déjà 40% de réduction de ces gaz à effet de serre et n'est pas loin des 45% requis par la COP. L'île Maurice mise également sur l'adoption des véhicules électriques. Le gouvernement s'engage à porter à 8400 le nombre de voitures électriques dans le pays d'ici 2025 et 26 000 d'ici 2030. Notons qu'en 2020, 66,1% de l'électricité produite à l'île Maurice provenait de sources non renouvelables selon le ministère de l'Énergie. Interdire l'usage d'unités téléphoniques comme moyen de paiement, c'est la mesure que souhaite mettre en vigueur la Banque des États de l'Afrique centrale. Dans son rapport intitulé « Les services de paiement par monnaie électronique dans la CEMAC en 2020 », l'institution estime qu'une confusion s'est créée entre la monnaie franc CFA et les unités téléphoniques. Samantha Sabero Sabubonga. À travers un rapport, la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, BEAC, a fait savoir qu'elle envisage d'interdire l'utilisation des publiphones comme moyen de paiement. À cet effet, la BEAC demande aux opérateurs de téléphonie mobile de la CEMAC de ne pas se servir des unités de crédit de leurs abonnés pour effectuer des transactions monétaires, qu'il s'agisse de paiement de taxes ou d'achat de services. Évidemment, la BEAC a constaté que les crédits téléphoniques sont devenus un moyen de paiement de certaines transactions électroniques. C'est-à-dire que ces transactions ont même un cours légal et un pouvoir libératoire, ce qui quand même échappe donc au contrôle de la BEAC, qui est le régulateur en la matière pour les 6 États de la CEMAC. En effet, le gouverneur de l'institution des missions des 6 pays de cet espace communautaire, Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, Centrafrique, Guinée équatoriale, a rappelé que les crédits de communication sont une marchandise, un produit ou un service qui ne servent que pour les services de téléphonie et qui, même s'ils ont une valeur marchande, ne sont pas de moyens de paiement ou de la monnaie. Cela évidemment présente d'énormes dangers lorsque les gens peuvent maintenant mener certaines transactions sans que le régulateur puisse éventuellement mesurer ou alors suivre, faire le tracking de ces opérations. Ça pose quand même un énorme problème auquel évidemment s'exposent les banques et même les agents économiques. Face à la persistance du phénomène, la Banque centrale soutient que la réglementation devrait évoluer pour encadrer ou interdire cette pratique. Pour l'heure, la recommandation de la BEAC et les gouverneurs de la CEMAC ne relèvent pas de la directive formelle, mais du souhait. Selon les opérateurs de téléphonie mobile, si le souhait de la BEAC est mis en place, elle affecterait négativement leurs opérations. Un mot de sport à présent avec le bilan du premier tour des éliminatoires de la prochaine CAN féminine prévue au Maroc du 2 au 23 juillet. Plusieurs équipes ont déjà validé leur ticket pour le deuxième tour qui se déroule au mois de février. Retour sur ces rencontres avec Roberto Bombay. Des buts comme s'il en pleuvait dans les filets soudanais. C'est une équipe algérienne sans pitié qui a pulvérisé ses adversaires à Alger 14-0. Un score fleuve qui lui donne accès au second tour de ses matchs qualificatifs pour la prochaine Coupe d'Afrique féminine. Une étape qui verra la participation de Ntchouta Diarra et sa bande qui mettent en feu le vestiaire de Japoma après avoir battu la République centrafricaine grâce à ces 2 réalisations. La frappe du goal! Tout était fermé, nous avons essayé. On se disait que avec le match aller, elles allaient peut-être ouvrir le jeu au retour, mais ça a été encore plus difficile. Mais nous avons été préparés psychologiquement par le coach qui nous a dit que
que nous ne soyons pas étonnés si l'adversaire vient fermer encore le jeu. Et c'est la raison pour laquelle, même quand nous sommes allés en première mi-temps par rapport au match aller, nous n'avons pas paniqué. Nous savons qu'à un moment ou l'autre, ils vont ouvrir le jeu. Et il nous a dit beaucoup plus au niveau des balles arrêtées que tout se jouera à ce domaine. Et c'est la raison pour laquelle en deuxième mi-temps, nous avons insisté là-dessus. Et je crois que le but vient aussi par là. Dans la liste de 22 qui accèdent au tour prochain, des éléphantes de Côte d'Ivoire qui sont allées s'imposer sur les installations du Niger qui n'a pas pu contenir des assauts à répétition. Un score de 9-0 sanctionne la partie. Les championnes en titre nigérianes sont fidèles à leur réputation de leader. Le Ghana les a subis, voyant leur parcours stoppé net. Un sort que connaît aussi la Guinée qui n'a pas pu faire la différence face au Mali qui lui inflige un 2-0. Il y a une question d'expérience. On avait en place une équipe malienne qui a à son sein beaucoup de joueurs jouant dans les championnats européens. Et tandis que nous avons des joueurs locaux qui ont eu le mérite quand même de compétir face à une équipe malienne qui regorge de potentialité en termes de professionnalisme. L'objectif Maroc ne souffre de rien pour les Lions de la Teranga. Les chances de qualification du Sénégal restent intactes, elle qui a disposé du Libéria 6-0 après avoir perdu au match aller. Un esprit de revanche qui anime aussi le Gabon, le menant à une victoire d'1-0. Après cette phase où 22 sélections ont composté leur ticket pour le second tour, les 11 équipes victorieuses de cette ultime étape vont rejoindre le Maroc, pays organisateur de la Coupe d'Afrique féminine 2022. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.